je n'écris jamais de texte, mais c'est tellement important que j'en ai écrit un. Mon nom est... Une fois dans 10 ans. Mon nom est André Davignon. Alors voilà, c'est simple, vous me connaissez peut-être. Et je veux d'abord vous remercier d'être venu célébrer le 10e anniversaire de l'Observatoire Vieillissement et Société. Alors, c'est la période des remerciements. Merci aux représentants des nombreuses organisations prestigieuses qui ont bien voulu se joindre à cette réunion et dont la liste serait trop longue. Je veux souligner quelque chose. Les représentants de la table régionale de concertation des aînés de Gaspésie et des îles de la Madeleine. Ils sont venus, je ne sais pas si c'est en autobus ou en lift ou en motocyclette. En auto. Félicitations. Merci aussi, tout spécialement à ceux sans lesquels cet événement ne pourrait avoir lieu. En premier lieu, à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et à sa direction générale, en particulier Mme Marie-France Simard, qui s'est excusée, probablement qu'ils sont en train de couper son budget quelque part, je ne le sais, et qui, à travers ces 10 années, ont non seulement compris l'importance du rôle de l'Observatoire, mais l'ont appuyé de façon continue par monts et par vaux. Et je vous assure qu'il y a eu des chaos, des trous et des poules. Enfin, si vous regardez autour de vous, nous sommes dans un amphithéâtre magnifique, adapté aux aînés, construit avec le soutien du groupe Maurice, endroit idéal pour des rencontres de ce genre. Ce groupe est aussi remercié pour son soutien matériel. Il s'est avéré à plusieurs reprises aussi un élément essentiel pour la survie de l'Observatoire. Et nous avons la chance d'avoir M. Maurice. Alors, vous recevez les applaudissements de Mme Simard et les vôtres. Vous savez, j'arrête là les remerciements. Peut-être. On aimerait ça voir M. Maurice. Mais il n'est pas laid à part de ça. Hein? C'est une dame qui a demandé ça, là. Alors, écoutez, merci, M. Maurice. Et si j'ai perdu la parole, vous savez, j'ai perdu le fil. Mais c'est la fin de mon papier. Avant de céder la parole à notre directrice adjointe, Mme Denise Détrempe, pour moi que je me tombe dans le programme, on m'a demandé de faire 2 remarques. Ça, c'est de la mécanique. L'Observatoire a décidé de produire pour cette occasion un volume intitulé « 10 ans de réflexion » que vous pourrez vous procurer à l'entrée pour une minime somme d'argent. Comme vous le savez, l'OVS se veut une boîte à idées et plusieurs des idées énoncées dans ce volume qui ont été déjà publiées ont pu aider les décideurs et se sont traduits par des gestes positifs au point de vue politique. Deuxième remarque, ça c'est beaucoup plus délicat. L'Observatoire ne vit pas que de l'ère du temps. Une boîte de contribution a été mise à votre attention à l'entrée. Vous savez, j'ai un fils adoptif qui est rendu en commerce. Il veut être comptable, il est à l'UQAM, mais son premier cours, savez-vous ce qu'on lui a dit? En commerce, there's no free lunch. Alors, réfléchissez à ça. Et merci d'avance. Je passe la parole à Mme Détrempe, je crois. Hein? Merci. Mesdames et messieurs, vous m'entendez bien? Bon. Il nous fait plaisir de vous accueillir en aussi grand nombre pour souligner les 10 ans d'action de l'Observatoire Vieillissement et Société. De conférence en conférence, de nouveaux visages s'ajoutent à tous ceux qui sont restés fidèles depuis le début. Je vous parlerai brièvement du programme et du déroulement. Vous avez reçu, je crois, à votre inscription, ce petit dépliant qui vous indique, comme je vais vous l'ai mentionné, le déroulement. Vous avez d'abord une série de conférences qui sera suivie d'une pause. Mais là, ce n'est pas la pause café, c'est la pause détente. J'ajouterais pour les besoins naturels, mais pour bouger. Et par la suite, on ne donne que 10 minutes. On revient à une série de conférences
À 17h30, c'est la synthèse. Et à 17h40, ça sera à vous d'être actifs. Ça sera la série de questions. Il y aura des micros qui circuleront pour vous aider à vous exprimer plus fortement, je pourrais dire, parce que c'est une salle qui est quand même assez grande. Et par la suite, à la fin de la période de questions, vous êtes invités à un goûter à l'étage. Les conférences porteront sur l'âge et ses différents enjeux. Il existe un grand nombre d'appellations désignant les aînés, dont en voici quelques-unes. Les retraités, on commence doucement, les seniors, les personnes âgées, les vieux, évidemment, les PPH, en blague, ils ne passeront pas l'hiver, et d'autres noms d'oiseaux. Par contraste, on parle d'âge d'or, du bel âge, et la meilleure, on me l'a servi récemment. J'étais à l'épicerie et en m'adressant à un jeune homme, je lui demande « Est-ce que la livraison est gratuite? » Il me répond « Oui, madame. Oui, madame, pour les personnes du Moyen Âge. » Alors, on pourrait ainsi compléter les différentes appellations des aînés par un néologisme qui est celui du Moyen Âge, ou si vous préférez, l'âge moyen. Je vous présente maintenant une personne d'actualité qui a bien voyagé dans le temps, le président du colloque, Pierre-Étienne Laporte, sociologue, vigie politique à l'OVS, et c'est lui qui sera l'animateur du colloque. Bon colloque. Merci Denise. Et, je vous présenterai donc à tour de rôle les conférenciers, c'est-à-dire que plutôt que de les présenter après, tous les présenter avant les conférences, je vous les présenterai un par un avant leur propre conférence. Donc, le premier conférencier est M. André Ledoux. En plus d'être titulaire d'une maîtrise, il est un auteur prolifique sur des sujets divers, incluant le vieillissement et la santé des personnes âgées. Sa conférence traite des préjugés envers les aînés et sur la nécessité de trouver des solutions à ce problème social. Il vient de publier « Les vieux, poids ou richesse », un livre dans lequel il traite dans un chapitre de l'agisme, en plus d'y revenir brièvement dans la conclusion. Alors, je vous présente donc André Ledoux. Mesdames et messieurs, l'agisme qui perdure. Notre société continue, tout doucement, à véhiculer ce concept tendancieux selon lequel les personnes vieillissantes appartiennent toutes à une même classe sociale, la classe des individus conservateurs, vulnérables, sans ambition, peu fiers d'eux-mêmes, désengagés, pauvres, méprisés. Ils restent. C'est ainsi que nous entrons dans le monde de l'agisme, lieu par excellence de la discrimination, de l'ostracisme lié à l'âge, des idées préconçues et des préjugés à l'égard des aînés.
Nous marchons alors allègrement vers la fragilisation de la solidarité intergénérationnelle. Nous sommes aux antipodes d'une société inclusive. Selon la Commission du droit de l'Ontario, les stéréotypes et les attitudes négatives les plus répandues concernant les personnes âgées sont les suivants. Et je cite, « Les personnes âgées forment un groupe homogène et l'âge est la principale caractéristique qui les définit. La vieillesse est une période de retour sur le passé et les personnes âgées sont réfractaires au changement et peu disposées à apprendre de nouvelles choses. La vieillesse est une période de déclin inévitable et les personnes âgées sont mentalement ou physiquement fragiles ou inaptes. Les personnes âgées n'ont plus rien à apporter et elles attendent simplement la mort. Les personnes âgées sont un fardeau. Elles dépendent des autres et ne font que recevoir des services. » Fin de la citation. L'âgisme, ce profond désordre social, pour reprendre les mots du psychiatre Robert Butler, est donc toujours tristement à la mode. En dépit de plusieurs années de lutte contre ce phénomène marqué au coin de l'injustice sociale, de ces colloques, conférences, ateliers, panels et campagnes de toutes sortes consacrées à l'âgisme, en dépit du fait que déjà depuis 10 ans, l'Observatoire Vieillissement et Société, de concert avec d'autres organismes, s'emploie à éradiquer ces préjugés envers les personnes vieillissantes, nous ne sommes pas parvenus à éradiquer ce fléau social. Nous en voulons aussi pour preuve les résultats des études récentes du rapport de Revera sur l'âgisme. Comme vous savez, Revera est un organisme qui fournit des logements, des soins et des services aux aînés. On compte 250 établissements à travers le Canada et aux États-Unis. Et Revera emploie 30 000 employés. Et Revera marque aussi sa présence à Montréal, puisqu'ils ont acquis récemment le groupe Santé Brunet. Revera travaille en collaboration, ce n'est pas rien, Revera travaille en collaboration avec la Fédération internationale du vieillissement, point de contact à l'échelle mondiale pour les experts en gérontologie. Alors, le rapport de Revera a mené une enquête en 2012, à l'automne 2012, auprès d'un échantillon de 1500 Canadiens. Et voici les principales constatations de cette étude. Et je cite, « 3 aînés de 66 ans et plus sur 5 disent avoir été traités injustement ou différemment à raison de leur âge. 35 % des Canadiens admettent avoir déjà traité quelqu'un différemment en raison de son âge. Cette proportion atteint 43 % chez les Canadiens de la génération X, les gens d'environ 45 ans, et 42 % chez ceux de la génération Y, les personnes dans la trentaine. La moitié des Canadiens, 51 %, disent que l'âgisme est le préjugé social le plus toléré en comparaison avec la discrimination fondée sur le sexe et la race. Alors, l'âgisme est un préjugé, encore une fois, très à la mode, et on ne se gêne pas pour en fournir des exemples quotidiennement. Je continue la citation. 8 Canadiens sur 10 conviennent que les aînés de 75 ans et plus sont considérés comme moins importants et sont plus ignorés que les générations plus jeunes dans la société. 71 % des Canadiens reconnaissent que les jeunes générations sont plus valorisées que les générations âgées dans la société canadienne. Et un Canadien sur 5, 21 %, est d'avis que les Canadiens âgés constituent un fardeau pour la société.
3 conclusions finales ressortent de ce rapport Revera, que vous pouvez notamment consulter facilement sur Internet. Alors, ces 3 conclusions. Les Canadiens âgés sont beaucoup plus positifs à l'égard du vieillissement que les jeunes générations, ce qui met en évidence la nécessité de remettre en cause les attitudes discriminatoires envers les aînés. 89 % des Canadiens associent le vieillissement à quelque chose de négatif, comme le fait de ne pas être capable de se déplacer facilement, la perte d'autonomie ou la solitude. 89 % des Canadiens ont une idée très négative du vieillissement. 3e conclusion du rapport de Revera. Les générations Y et X sont les plus susceptibles d'entretenir une perception négative du vieillissement. Les 50 ans et moins, pensée négative à l'endroit du vieillissement. Elles sont les moins enclines à penser que les personnes de 75 ans et plus sont agréables, autonomes ou en santé, et elles n'hésitent pas à les qualifier de grognons. Chez les gens de ces générations, les 50 ans et moins, une personne sur 3 ira jusqu'à dire que les aînés sont dépendants, malades ou frêles. Fin de la citation. Décidément, l'âgisme se porte bien au Canada et au Québec. Nous avons beaucoup d'efforts et de travail à faire pour enrayer ce mal social. Loin de nous l'idée de vous apporter toutes les solutions aux problèmes. Mais, comme individus et société, nous devons mettre sur la place publique le concept de l'âgisme et ses répercussions sociales. Les entreprises et les organismes, surtout l'école, doivent informer et sensibiliser la population sur cette forme de discrimination. De plus, les décideurs doivent travailler ensemble et créer un plan pour faire du Canada et du Québec des sociétés inclusives où les personnes de tout âge sont acceptées. Les personnes vieillissantes elles-mêmes devraient aussi mettre l'épaule à la roue. En effet, dans son avis sur l'âgisme envers les aînés, le Conseil des aînés, et je cite, soutient que les personnes âgées doivent contribuer elles-mêmes à la destruction des mythes qui les concernent. Pour ce faire, elles ont avantage à prendre connaissance de leurs droits, de leurs devoirs, ainsi que des programmes qui leur sont destinés. Le Conseil encourage les aînés à s'impliquer davantage et en plus grand nombre dans divers champs d'intervention, en particulier auprès des organismes publics, municipaux et scolaires. Enfin, il importe de faire connaître la réalité et le vécu des aînés dans toutes leurs ramifications. Miser sur le bien vieillir, développer la théorie du vieillissement réussi, transmettre des messages sur les avantages de demeurer jeune, tout cela peut évidemment causer un préjudice aux aînés malades, dépendants ou simplement âgés. Si au contraire, on s'attarde à la réalité du vieillissement, on demeure en terrain neutre. Il s'agit alors de faire valoir les éléments à la fois positifs et négatifs de la vieillesse, ce qui permet de tenir compte du vieillissement différentiel, car personne ne vieillit de la même manière. Et comment ne pas terminer sur cette merveilleuse citation du théologien et juriste québécois Guy Durand, qui écrit, et je cite, « Loin d'être l'antichambre de la mort, la vieillesse est un temps pour vivre, un temps pour penser, pour dialoguer, pour aimer, pour agir. Un temps beau, sain, noble, comme la vie elle-même. » Merci. Alors, le prochain conférencier est le docteur André Davignon, qui, soit dit en passant, n'a pas besoin de présentation. Tout le monde le connaît. Il a été au cœur des activités, non seulement président, directeur de l'OBS, mais au cœur de beaucoup
d'activité, à la fois de questionnement intellectuel et d'action pratique à propos de l'agisme. Il a été, donc, comme je disais, dans une grande diversité d'actions visant à lutter contre la plaie sociale qu'est l'agisme. Il nous présente un bref historique des réflexions et des actions de l'OVS concernant l'agisme, le docteur André Davillon. Écoutez, vous m'entendez? Alors, tout ce que vous avez entendu, j'ai eu l'impression de le sentir et de le vivre. Hein? Et on peut... Je vais juste vous organiser. Là. Poser là-dessus, ça tourne. Juste là, mettre en mode On m'organise. Voilà. En fait, c'est vrai. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Et j'ai quand même réussi à m'en tirer avec des honneurs, puisque je suis le seul professeur qui, après avoir été, pas éjecté, mais mis de côté sur ce que je crois être des bases d'agisme, a été nommé professeur émérite après avoir poursuivi son université. Alors, c'est donc, ça veut dire ne lâchez pas, hein? Allez-y, hein? On m'a demandé de vous parler de l'historique, ça ne sera pas très long. On vous a déjà préparé un papier, là, quelque part. Ça s'appelle l'historique, là. Vous n'avez qu'à lire ça. Mais je vais quand même vous donner quelques lignes que j'ai écrites, là. Il y a à peu près 5 ans, l'Observatoire Vieillissement et Société, ça c'est nous autres, organisait une grande journée de réflexion sur l'agisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là il y a 5 ans, sur la grande journée Alors, je vois que... Ah ben c'est bon, ça. 3 ou 4 personnes. Donc, j'espère que l'attrition naturelle n'a pas emporté trop de monde, mais il y avait à peu près le même nombre de gens. Il s'agissait d'une première au Canada regroupant plus que 200 personnes. On a présenté à ce moment-là une dizaine de travaux fondamentaux. Des conférenciers, il y en a même un qui est venu de l'Europe. On avait de l'argent dans ce temps-là. On avait même une ministre des aînés. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a été renommée? Je ne sais pas. Pas entendu parler aujourd'hui. L'OVS pouvait, dès ce moment, il y a 5 ans, avoir l'impression qu'une partie des objectifs que nous nous étions fixés lors de la fondation 5 ans plus tôt était réalisable. Avec le recul, on s'aperçoit que plusieurs des idées émises ont été intégrées depuis dans les programmes appliqués à l'échelle du Québec. Mais c'est quoi l'OVS? C'est très simple. Il faut que je pèse sur le bouton ici. L'OVS, c'est très simple. Ça tient dans 4 mots qui le résument. Hein? Observer d'abord, par des vigies, l'évolution des tendances sociales impliquant les personnes âgées dans tous les domaines. Donc, nous avons des vigies, 18 vigies, qui regardent un peu tous les aspects concernant les personnes âgées. C'est pas tout d'observer, il faut synthétiser l'information obtenue. Deuxième mot, c'est facile à retenir, ça. La diffuser, c'est pas tout de garder ça pour soi. On la diffuse en l'adaptant le plus largement possible au public. On la diffuse, vous le savez, vidéo, cassette, journal, site Internet, conférences un peu partout dans la province. Si vous regardez ce que nous avons fait depuis 10 ans, pardon, les années ont compté double. Depuis 10 ans, c'est par centaines d'actions que nous avons répandu le message. Et on citait que j'étais connu, c'est gentil, mais lorsque le gouvernement a reconnu l'Observatoire par une sorte de reconnaissance à Québec, ma femme, en revenant, m'a dit « Écoute, t'es devenu le colonel Sanders des petits vieux. » C'était le compliment familial pour me récompenser de ce que je voyais être une certaine gloire. Bon, alors, c'est pas tout de diffuser l'information, il faut agir. Hein? Si vous regardez ce qui s'est passé dans le monde,
des centaines de papiers, de mémoires, de livres blancs, de tout ce que vous voulez, se sont terminés par « il faudra dorénavant », 1, 2, 3. Nous avions collecté 175 « il faudra » lorsque nous avons revu nos livres blancs il y a quelques années. Donc, nous avons décidé de nous consacrer à la lutte contre l'agisme. Et j'ai une expression du docteur Lagacé que j'ai beaucoup aimée. C'est un racisme de l'âge. Hein. Et vraiment, des douzaines de bénévoles nous ont aidés, vous en avez quelques-uns ici, quelques-uns dans le public, à réaliser, c'est presque un rêve. Hein. C'est quoi l'Observatoire? C'est tout simplement une corporation à but non lucratif avec une charte fédérale. Et nous sommes partenaires de l'Institut universitaire de gériatrie. Et nous pensons être connus maintenant autant au Québec que dans le reste du Canada. Nous avons 5000 membres correspondants, des partenariats privilégiés avec la plupart des grandes structures de la province concernant les personnes âgées, autant parmi les décideurs que les organismes communautaires. Nous avons un site Internet achalandé, une revue, des conférences. Et actuellement, nous pensons pouvoir agir sur la pensée des Québécois. On n'a pas la preuve encore qu'on a vraiment réussi. C'était un début de la réunion. Le gouvernement a reconnu au fédéral et au provincial notre contribution dans la lutte contre l'agisme. Mais il est temps maintenant de s'interroger. Alors, 4 questions. L'OVS a-t-il accompli son œuvre, qui est devenue l'agisme, ce mal social? Deuxièmement, pouvons-nous être satisfaits de ce que nous avons fait? Nos efforts ont-ils été vains? Devons-nous réorienter notre action? Devons-nous aller, tous ces efforts, devons-nous nous diriger dans une autre direction? Et faut-il arrêter ou continuer un combat qui n'en finit plus? Personnellement, j'ai malheureusement dépassé le cap des 80. Ça fait 10 ans. Je me sens fatigué. Et c'est fatigant, lutter toute sa vie. C'est un combat qui n'en finit plus. Alors, on va essayer de répondre à ça. Et c'était la fin de mon exposé quand j'en ai ajouté 2 cet après-midi. 2 petits points. La pire forme de l'agisme, c'est la maltraitance. Ça ne peut pas être pire que ça. Et c'est un article dans la presse que j'ai lu avant hier soir. Je ne sais pas si on l'a lu sur le journal. Ça m'a... Contention fatale. 20 personnes, etc. C'est épouvantable. Et ce n'est pas la première fois que ça apparaît, ces choses-là. Hein? Alors, bon, ça en a fait qu'un tour. Et j'ai dit, il faut que j'en parle, ça n'a pas de sens. Et là, j'ai pensé à une chose. Nous avions pensé, il y a 2 ou 3 ans, à créer une charte des droits et libertés des personnes âgées. Je pense qu'ils vont l'afficher ici. Cette charte, elle a été approuvée à tous les niveaux possibles et imaginables. Les niveaux sont marqués dessus. C'est d'abord, nous avons commencé par la base, hein, les conférences des tables de concertation du Québec. Tout le monde a approuvé. Après ça, nous nous sommes adressés aux propriétaires de résidences, autant publics, autant qu'aux administrateurs, autant que de personnes. C'était accepté. C'est bon. C'était accepté par les tables de concertation, la DOC, la FADOC, tout ce que vous voulez en hoc, là. Et voilà, on a rédigé ce document. Et savez-vous, on a l'impression que si ce document était affiché au chevet des patients qui sont maltraités, ou au moins à l'entrée, il y aurait peut-être moins de maltraitance. Ça me paraît un système très simple. Hein? Mais cet affichage, nous avons décidé qu'il n'était, évidemment, je dois noter que les maisons Maurice l'ont accepté, et il y a peu de maisons qui l'ont accepté.
Mon fils, qui est avocat, m'a dit, va pas marquer que les parents doivent exiger en amenant leurs vieux, les enfants, à exiger la présence, tu vas te faire poursuivre. On ne peut pas dire, allez pas là, c'est pas affiché, ça, c'est illégal. Donc, l'Observatoire a décidé de commencer dès cette année une campagne systématique pour convaincre les gens de personnes, les résidences de personnes âgées, pour afficher la fichue charte. Nous en avons imprimé 200 copies. J'aimerais ça que tout le monde s'en empare, mais nous allons commencer dès le début de l'été à afficher le nom des résidences qui l'affichent. D'accord. Et on m'a dit que j'ai 2 minutes. Ça veut dire que vous avez 2 minutes de libre. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci. Non, ne vous levez pas, là. Merci, André, de cet exposé. C'est maintenant au tour de Martine Lagacé, qui est titulaire d'un PhD et professeur, doit-on dire, agrégé à l'Université d'Ottawa. Auteur de nombreuses publications sur le sujet de l'agisme, elle traiterait de ces aspects insidieux et peu connus dans la société contemporaine. Alors, Martine, si tu veux. Alors, merci beaucoup, M. Laporte. Ne partez pas le chrono tout de suite, parce que je dois mettre mon PowerPoint avant. Je veux garder chaque seconde de ma présentation. Bon? Alors, top chrono, comme on dit. D'abord et avant tout, je vous remercie de votre présence, chacun et chacune d'entre vous. C'est toujours, très, très motivant pour un conférencier, un chercheur, quelqu'un qui travaille justement, comme mes collègues ici, sur la question de l'agisme, à la lutte à l'agisme notamment, de voir qu'il y a des gens qui y croient, qu'il y a des gens qui sont engagés. J'espère qu'on aura beaucoup de vos questions à la fin aussi, parce que c'est toujours la partie la plus intéressante. Ce que nous, on raconte, c'est moins intéressant, mais vos questions sont toujours fascinantes dans le sens où ça nous permet de tester si justement ce qu'on raconte, ça résonne dans la réalité, dans la vie des gens. Alors, cet après-midi, je voudrais un petit peu pousser la réflexion, essayer d'aller plus loin sur la question de l'agisme. Même si c'est un sujet qu'on a peu exploré en recherche par rapport au racisme, par rapport au sexisme, il y a quand même une vingtaine d'années que les chercheurs s'intéressent à cette question de l'agisme. On a fait quand même des progrès, on a fait des pas de géant. Il y a des associations comme l'Observatoire Vieillissement et Société qui s'y intéressent, l'Association québécoise de gérontologie qui travaille aussi à lutter contre l'agisme. Donc, on a quand même un bagage de réflexion là-dessus et dans le monde de la recherche aussi. Alors, pourquoi j'ai appelé ça les aspects insidieux et méconnus de l'agisme? Parce que de plus en plus, en tout cas dans le monde de la recherche, on commence à se rendre compte qu'on ne peut plus parler d'agisme à l'égard des personnes âgées. On ne peut plus parler d'agisme à l'égard des personnes âgées en les inscrivant dans une catégorie qui serait comme un peu homogénéisante en parlant des personnes âgées, par exemple, de 65 ans et plus. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que l'agisme est en train de changer de visage, change dans ses manifestations, change même dans ses conséquences aussi. Et ça change pourquoi? Ça change en même temps que des choses qui se passent en société. Bon, il y a des mouvements migratoires, il y a la mondialisation, il y a l'espérance de vie qui augmente de plus en plus. Donc, on ne peut plus parler, encore une fois, des personnes âgées, parce que même le critère de l'âge pour la personne âgée devient quelque chose de flou et d'ambigu. Si on avait un débat cet après-midi sur qu'est-ce qu'être une personne âgée, je suis certaine que les 200 personnes ici auraient peut-être 200 critères différents. Certains se servent de l'âge, oui, pour la question de la pension. On a des critères qui sont chronologiques, bien sûr, mais d'autres se serviraient de critères sociaux, de critères économiques, de critères sociologiques, etc., etc. Ce qu'on sait, en tout cas, certainement, c'est qu'une personne âgée, ça peut être autant une personne qui, prenons l'âge chronologique justement, qui a 50 ans, qui a 55 ans, qui a 60 ans, qui a 65 ans, qui a 70 ans, qui a 75 ans, et j'en passe. Hein? On est dans même les centenaires et même les super centenaires maintenant. Donc, dans la littérature, quand on parle de vieillissement maintenant,
on parle de plus en plus, et j'aime pas peut-être ces noms de catégories-là, mais il y a ce qu'on appelle, moi j'aime bien le mot vieux, hein, pour moi c'est connoté très positivement, donc je l'utilise cet après-midi. Il y a les jeunes vieux, il y a les vieux, il y a les très vieux, et il y a les très très vieux. Il y a le 3e âge, il y a le 4e âge, il y a le 5e âge. Donc, quand on parle d'agisme, on ne peut pas parler d'agisme à l'égard des personnes âgées. Pourquoi? Parce que l'agisme, et c'est un petit peu tout le point de ma conférence cet après-midi, parce que l'agisme qu'on manifeste à l'égard d'une personne de 50 ans est très différent de l'agisme qu'on manifeste à l'égard d'une personne de 60 ans, 70 ans, 80 ans, etc. Donc, quand on réfléchit à la lutte à l'agisme, il faut d'abord voir envers qui se manifeste cet agisme-là, et ensuite essayer d'identifier des solutions. Parce que les attitudes, encore une fois, basées sur des préjugés agistes, comme je le mentionnais, à l'égard d'un jeune vieux versus une personne très, très âgée, sont fondamentalement différentes. Et dans ma réflexion cet après-midi, je me base notamment sur les travaux, ceux qui voudraient en lire un petit peu davantage. Elle est un peu la maître à penser. Je l'utilise de plus en plus maintenant dans mes propos et dans mes réflexions sur l'agisme et même dans les études que nous, on mène. C'est Susan Fiske, c'est une chercheure américaine, une psychologue sociale américaine. Elle a fait énormément de travaux pour essayer de comprendre, d'une part, le contenu des stéréotypes sur la base de l'âge, puis comment sont structurés ces stéréotypes-là, et quelles sont les conséquences de ces stéréotypes-là. Donc, Susan Fiske dit, d'abord, la société, elle est organisée sur la base de groupes. Hein. Il y a des groupes sociaux qui existent, groupes sociaux sur la base du genre, groupes sociaux sur la base de la culture, là, groupes sociaux sur la base de l'âge. Et elle dit, quand on rencontre une personne, on se pose toujours 2 questions. Parce que je vis en société et qu'une société sous-tend d'être interdépendant. On ne peut pas exister si on n'est pas interdépendant dans une société. Donc, moi, je me pose la question, je rencontre madame ici et je me dis, disons qu'elle est, je l'inscris dans ma tête dans une catégorie d'âge différente de la mienne ou dans une culture différente de la mienne. Et la première question que je me pose, c'est, est-ce que cette personne-là va collaborer avec mon groupe à moi ou va plutôt mettre mon groupe en péril? Est-ce que ça va être une compétition par rapport au groupe auquel moi j'appartiens? On est toujours dans un mode d'interdépendance et de survie au fond social. Donc, parce qu'on a des ressources qui sont toujours limitées dans une société. Donc, je rencontre une personne et je dis, est-ce que cette personne-là, finalement, je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est une personne gentille? Est-ce que c'est une personne sociable et qui n'est pas menaçante pour mon groupe à moi? Première question. Donc, c'est la question de la sociabilité, si j'emploie le mot de Susan Fiske. Ça, c'est le premier axe sur lequel que je vais utiliser pour classer ma personne, avoir une attitude avec cette personne et un comportement qui découle de cette attitude-là. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que la personne que je trouve gentille, en qui je peux avoir confiance, ou inversement, dont je me méfie parce qu'elle va prendre les ressources de mon groupe, jusqu'à quel point elle a les compétences pour mettre en pratique ses intentions? Donc, l'axe de la sociabilité et l'axe de la compétence. Et là, elle dit, je classe à peu près tous les groupes sociaux auxquels je peux penser en fonction de ces deux croyances-là ou ces 2 axes-là. Et il y aura des comportements qui vont suivre à partir de ces catégorisations de sociabilité et de compétences. Et là, je vous amène à ce modèle. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça, cet après-midi, on pourrait dire, mais comment ça se fait qu'elle est arrivée? Susan Fiske a fait des sondages. Oui, ça a été fait aux États-Unis. On pourrait remettre en question jusqu'à quel point c'est applicable au contenu canadien, mais il y a quand même des similarités entre la culture, certaines similarités entre la culture canadienne et la culture américaine. En tout cas, ça a été fait dans un contexte nord-américain. Ce sont des milliers de sondages. Donc, son étude, elle est validée au plan empirique. Regardez si c'est intéressant. Et là, je vais m'éloigner. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Alors, l'axe horizontal, c'est l'axe de la compétence. L'axe vertical, celui de la sociabilité. Et là, je n'ai pas mis tous les groupes parce que je n'avais pas de place dans mon modèle. Mais juste pour prendre, par exemple, un exemple, les chrétiens, les Irlandais, les Américains, les Noirs de classe moyenne sont classés comme très compétents et très sociables. L'attitude que j'ai envers ces gens-là, c'est je leur fais confiance et je sais en plus qu'ils sont doués. Alors, ces gens-là, habituellement, la réaction, ça va être j'ai envie de coopérer avec eux autres. Je veux collaborer avec eux autres. Dans le cas des riches, des Britanniques, des groupes d'origine juive, des groupes asiatiques, on les considère, on est toujours dans la perception ici, là.
on les considère comme compétents, mais peu sociables. Donc, ils ne sont pas gentils, mais sont brillants. Je dois faire attention. On se méfie. Le pire groupe, malheureusement, vous voyez, je l'ai mis en noir, là, les sans-abri. Hein? Souvent, à l'égard de ces gens-là, d'abord, on les blâme de leur situation, on les trouve pas sociables, pas gentils et pas compétents. La même chose pour certains groupes culturels, les Turcs, les gens de culture arabe, les féministes aussi, ne sont pas gentils du tout. Ils sont considérés, mais là, attendez, je n'ai pas le détail. Est-ce que les sondages ont été menés par rapport à la perception masculine? On peut penser que c'est peut-être les hommes qui trouvent que les féministes ne sont ni compétents, ni sociales aussi. Mais ce qui m'intéresse cet après-midi, il me reste combien de temps? 2 minutes, OK. Les personnes aînées, traditionnellement, la recherche les a toujours situées sur les personnes aînées, personnes âgées, sont gentilles, sont sociables. Ils ne nous font pas peur non plus. Elles sont considérées comme peu compétentes. Donc, ça génère des comportements souvent de pitié, de prise en charge, de protection. L'intention peut être bonne, mais ça crée des relations un peu asymétriques. Hein? Je me positionne comme la personne qui a besoin d'être protégée et qui a peu de compétences. Ça, c'est la recherche qui a été menée depuis les 20 dernières années. Mais là, si on revient à nos multiples catégories de personnes âgées, jeunes, vieux, vieux, très vieux, bien, on se rend compte que ça commence à changer. La personne de 85 ans, si je suis une personne âgiste, je vais effectivement avoir une réaction parfois de pitié parce que je pense qu'elle n'est pas compétente, mais qu'elle est gentille. Donc, je vais la protéger. Mais la réaction des gens par rapport à une personne de, je ne sais pas moi, 55, 60 ans, qui fait partie des Grey Panthers aux États-Unis, ou qui est activiste, ça va être quoi ma réaction? Je ne vais plus la classer en haut. Je vais la classer comme menaçante parce qu'elle est trop compétente et elle risque de prendre les ressources des jeunes. C'est tout le débat sur l'intergénérationnel. On se rend compte que la génération actuelle de personnes âgées et celle qui s'en vient, elle devient de plus en plus compétente, puis elle est perçue comme de moins en moins sociable par les groupes plus jeunes, encore une fois. Alors, les dernières recherches montrent que ce classement, regardez bien là, en rouge, puis je vais terminer après ma présentation. Je vais plus m'intéresser à, maintenant, les personnes âgées, celles qui, avant, quand on avait un seul classement de personnes âgées, 65 ans et plus, généraient des attitudes en haut à gauche de pitié avec des comportements d'aide et de protection. Maintenant, on se rend compte que les personnes âgées, les jeunes vieux et même les vieux, génèrent au contraire des comportements ils sont classés élevés sur l'axe compétence et plus faibles sur l'axe sociabilité. Eux, dans ce cas-ci, génèrent des comportements d'attaque et d'envie. Les travailleurs âgés, moi j'ai entendu parfois des jeunes dire, mais c'est pas leur faute, c'est dans le discours public, les travailleurs âgés qui restent au travail bloquent nos ressources, prennent nos ressources. Donc là, l'agisme se manifeste dans une attitude d'attaque et d'envie. J'envie le groupe des travailleurs âgés, quelque part, qui ont gardé leurs compétences, mais je les attaque parce qu'ils risquent de garder mes ressources. La personne âgée qui de plus en plus prend une place publique et qui fait valoir ses droits, la perception n'est plus une perception de pitié, d'aide et de protection, mais au contraire, une réaction d'envie et d'attaque. Alors, quand on réfléchit, vous voyez, c'est exactement ceci. Maintenant, pour les personnes âgées activistes, les jeunes vieux, si on veut, la génération des baby boomers qui s'en vient, là, c'est une génération qui fait beaucoup plus valoir, finalement, ses droits. Personnes âgées activistes et travailleurs âgés aussi, on les situe, tous les sondages qu'a fait ce chercheur, les situent comme étant très compétents, mais pas du tout gentils, encore une fois. Donc, la réaction que j'ai, c'est ce groupe-là, je l'envie. Et comme je l'envie, ben, finalement, j'aurai des comportements non pas de collaboration, mais d'attaque. À partir de ces constats, quand on mène une lutte à l'agisme, il faut distinguer à qui s'adressent ces attitudes agistes et sont-elles des attitudes qui génèrent de la pitié ou encore de l'attaque? Les solutions ou
les réflexions autour de solutions ou de lutte à l'agisme devraient tenir compte de ceci. Par exemple, pour la lutte à l'agisme orientée sur l'axe envie-attaque, il faut d'abord changer de discours quant aux travailleurs âgés. Il faut dire aux travailleurs âgés, aux gestionnaires et aux jeunes travailleurs, ces travailleurs âgés, que l'on considère comme très compétents mais peu sociables, ont une stabilité émotionnelle, sont sages, ont un esprit consciencieux, une agréabilité. Donc, ils apportent quelque chose à l'organisation de travail. Surtout, changer de discours et rappeler que les meilleurs groupes de travail, les plus productifs au plan de bonne prise de décision, sont des groupes qui sont hétérogènes sur le plan de l'âge, incluant des travailleurs jeunes et des travailleurs âgés qui travaillent ensemble. Alors que si on veut intervenir sur l'agisme orienté vers l'axe pitié, protection, prise en charge, là aussi, il faut changer le discours et parler d'un discours donnant-donnant. La personne âgée qui a 95 ans, peu importe sa condition de santé, qu'elle soit physique ou au plan mental, au plan cognitif, a toujours quelque chose à donner. Offrir la possibilité aussi de nouveaux rôles sociaux pour une personne qui a 95 ans, pour une personne qui a 100 ans, et même qui serait fragilisée, mais qui a toujours quelque chose à donner. Du bénévolat de type conseil, par exemple, des récifs. Alors, je m'arrête ici parce que j'ai un petit peu dépassé mon temps. Mais encore une fois, le but de ma réflexion, c'est de dire, ne parlons plus d'agisme à l'égard des personnes âgées. Il y a de multiples personnes âgées, de multiples profils de vieillissement et donc de multiples manifestations d'agisme. Merci beaucoup. Alors, merci Martine pour cet excellent exposé. Et tous ces faits que tu nous as présentés, nous passons maintenant à Mme Catherine Geoffroy, qui est présidente et directrice générale de l'Association québécoise de gérontologie. Elle traitera du déroulement et des résultats d'une campagne de sensibilisation exceptionnelle sur le thème « L'agisme, parlons-en ». Mesdames et messieurs, bonjour. Merci au comité organisateur, Dr Davignon, Pierre-Étienne, Denise, qui organisait toujours ces conférences d'une façon intéressante avec une belle audience. Donc, on est très fiers d'être ici. Je dis « on » parce que je suis venue avec une partie de mon équipe, entre autres la gestionnaire du projet L'agisme, parlons-en, qui est Emmanuel Signe. Emmanuel, j'aimerais ça que tu te lèves parce que j'aimerais que si vous avez des questions, vous voulez lui parler. Et oui, vous pouvez applaudir, vous allez voir ce qu'elle a fait. Et la personne du CA, qui est notre secrétaire de CA, qui est Nathalie Adams, qui a supervisé ce projet pendant tout ce temps, là, les 3 années de notre campagne. Alors, Nathalie... Et je vais vous dire que je suis tout à fait en continuité avec ce que Martine Lagacé vient de vous parler, puisque Martine était notre directrice scientifique de notre campagne. Elle a collaboré beaucoup pour nous aider à orienter nos actions dans les 3 années de la campagne de sensibilisation. Là, je suis empêtrée avec ça. Je vais mettre ça là. Alors, voilà. Donc, nous sommes une association de gérontologie. Alors, la gérontologie, c'est l'étude du vieillissement qui commence à un moment donné, quand on commence à perdre nos cellules. Et donc, il y a des différentes théories qui disent que on commence à vieillir depuis qu'on est né, mais ce n'est pas tout à fait notre école de pensée. On grandit, on est en pleine croissance, puis après, on commence à diminuer et on commence le processus de vieillissement. Je ne veux pas rentrer dans tout le détail, mais donc, on ne s'intéresse pas seulement aux personnes de 65 ans et plus, mais au processus du vieillissement. Et le vieillissement, ça dure tout au long de la vie, à partir de la vie adulte. Alors, aussi, on est une association qui regroupe les intervenants, les professionnels de la santé, les services de soins, et de tous les domaines, de tous les secteurs au niveau national québécois. OK? On a eu une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux avec Marguerite Blais qui a appuyé notre projet et on a eu une subvention pour une durée de 3 ans pour qu'on mène une campagne de sensibilisation pour sensibiliser justement à la présence de l'agisme dans notre société. Et comme disait Martine, l'agisme se manifeste de différentes façons selon les périodes de la vie, des groupes d'âge. Et on était très réaliste d'avoir identifié
qu'on ne pouvait pas mener une campagne de sensibilisation avec des messages percutants et efficaces si on ne ciblait pas bien nos clientèles. Alors, on a donc décidé de faire notre projet dans 3 milieux. Le milieu de travail, où là, la présence d'agisme est très flagrante, où on voit la situation très rapidement à partir de la fin des années 40, où on commence à faire sentir aux gens, tiens, tu dois pas être loin de ta retraite, toi, il me semble que tu devrais prendre ça easy, là, puis parce que justement dans la notion d'occuper une place des plus jeunes, ce qui n'est pas vrai nécessairement. Il ne les remplace pas par des plus jeunes, pas nécessairement, là, on l'a vu avec toutes ces années, mais le milieu de travail est un terreau très propice à l'agisme et ça peut influencer tout le restant de notre vie. Et ça peut être très long, hein, d'avoir été victime d'agisme, ça peut avoir des conséquences pour le restant de notre vieillissement. On a aussi choisi les milieux de vie. Milieux de vie, c'est les milieux où les personnes âgées vont vieillir en perte d'autonomie principalement, où là, on se retrouve avec des intervenants qui ne sont pas tous formés pour traiter des personnes en perte d'autonomie, avec des incapacités, avec des multipathologies. Et on se retrouve avec des attitudes qui sont pas, et des comportements qui ne sont pas nécessairement associés à une méchanceté. C'est de l'ignorance. Alors, il y a une sensibilisation à faire que certains mots, par exemple, certaines attitudes, certaines façons de faire peuvent venir rendre la personne malheureuse, mais on a aussi identifié l'inverse, que la personne âgée qui maltraite sa jeune intervenante et qui peut faire de l'agisme par rapport à la plus jeune qui est devant. Alors, on sensibilise à ces situations-là pour vraiment être juste. Quand on regarde dans un milieu de vie, l'agisme, elle peut prendre plusieurs formes et ce n'est pas toujours des plus jeunes vers les plus vieux. Alors, le troisième, c'est les médias locaux et régionaux. On aurait voulu tellement faire une belle campagne comme avec Yvon Deschamps qui faisait sur la maltraitance. Je pense que la notoriété de cette campagne, c'était super et ça a été percutant comme impact. Les campagnes aussi télévisuelles de Santé Canada sur la maltraitance, c'était vraiment des belles campagnes, mais on n'avait pas ces moyens-là, on ne nous a pas donné ce genre de budget-là. Et on a décidé de développer des outils. Mais on se disait qu'on avait tellement de choix qu'on a dit comment on va s'y prendre. Alors, on a donc décidé d'avoir... Ben là, c'est nos résultats. Alors, je vais peut-être vous mentionner là, pour vous dire, regardez comment on a touché de monde, les résultats qu'on a eus. On parle de 3 millions. On a estimé à peu près qu'on aurait touché environ 3 millions de personnes à travers le Québec. Et parce qu'on a participé à beaucoup de reportages, beaucoup d'émissions de radio, on a fait nous-mêmes des émissions de radio avec Radio Ville-Marie, Radio Ville-Marie pendant 3 saisons. Et bon, les journaux, on a fait nos comités de travail et on a organisé, c'est ça, des comités de travail avec des experts qui nous ont vraiment aidés à choisir nos thématiques. Les partenariats qu'on a faits, c'était très intéressant. On a commencé par une recension des écrits. On a dit, bon, on ne veut pas réinventer la roue, on va essayer de voir qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent. Fait qu'on a mené une très grosse étude, et qui a été publiée d'ailleurs dans une de nos revues qui était sur l'agisme. Dans nos démarches, on a décidé donc de passer par le comité de travail, d'avoir une belle plateforme multimédia avec notre site Internet que je vous invite à aller visiter. Vous allez voir, il y a plein d'informations et tous nos outils sont téléchargeables. L'infolettre qui est envoyée à plus de 8000 personnes et les médias locaux, et on envoie des communiqués et on fait parler de l'agisme avec dans les journaux, par exemple, locaux ou dans les journaux des entreprises. On a fait une boîte à outils qui comporte une douzaine d'outils qui s'adressent aux différents milieux et on est dans 14 régions. On a vraiment été dans 14 régions du Québec faire des conférences, présenter des expositions, présenter le matériel. Alors, on a été très présents pendant 3 ans. Ensuite, alors, ça, c'est notre site Internet que vous allez pouvoir retrouver. Et
je vais vous dire que notre mot-clé dans les 3 ans, c'est l'intergénération. Parce que, comme disait Martine, l'agisme, il passe par la perception de l'autre. Et l'autre, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de contexte aussi, là, où, par exemple, des gens du même âge, il y en a qui vont dire « Moi, je ne veux pas aller dans ces résidences-là, c'est des résidences pour des vieux. » Ils ont le même âge. Puis il est peut-être plus magané que ceux qui sont dans les résidences. Ça, c'est de l'agisme, c'est du gros agisme. Et ça, c'est de l'ignorance parce qu'on ne veut pas donner la chance de voir qui sont ces gens qui sont là, puis de les connaître et de s'apercevoir que nous, bien, on a peut-être le même âge, on est peut-être aussi susceptibles d'être comme eux. Alors, notre boîte à outils comporte les revues. Alors, ça, c'est nos revues Vieillissement. Il faut être membre de l'AQG pour pouvoir les recevoir. Ils ne sont pas en vente, à part chez Renaud-Bré, où vous les avez à Côte-des-Neiges, là, Renaud-Bré de Côte-des-Neiges. Ensuite, on a, je laisse aller après. En fait, les trois en haut sont téléchargeables gratuitement. Justement, c'est OK. sur la thématique de Ah, vous avez entendu? Les 3 sur l'agisme sont téléchargeables gratuitement. Vous pouvez lire les articles. Vous aurez des beaux articles de Martine dedans. Elle a été aussi, elle a fait des éditoriaux. En tout cas, vous pouvez aller les télécharger. On a fait des quiz, on a fait des articles, on a fait de la publicité, on a développé un signet, tout ça avec des messages qui restent attrayants et qui incitent les gens à remplir nos questionnaires et voir s'ils sont eux-mêmes des sources d'agisme ou des victimes d'agisme. Une de nos plus belles, un de nos plus beaux accomplissements, c'est certainement un concours qu'on a démarré au Collège André Grasset, où on a demandé aux étudiants de nous développer des outils, genre des affiches 8,5 par 11, avec des annonces audio. Alors, on va vous en passer une, juste pour que vous puissiez les écouter. Ici, celle-là. Attends une seconde. Vous allez voir la qualité. Savez-vous ce qu'est l'agisme? C'est du dénigrement, des jugements et des préjugés envers les personnes âgées. On parle ici de rejet, qu'il soit physique ou psychologique. La réalité, c'est que la société a tendance à isoler les aînés. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est que ça n'existe pas. J'ai besoin de toi pour ouvrir les yeux sur ce que tu ne vois pas. L'agisme, parlons-en. Un message de l'Association de gérontologie du Québec. Pour plus d'informations, consultez le www.aqg-québec.org. Alors, on n'a pas le temps de vous en passer d'autres. On va passer les images. Avoir sa place n'a pas d'âge. On a Grand-papa n'est pas un vieux morceau, qui est très, très drôle. Je vous invite à aller l'écouter. C'est trop drôle. Mais c'est incroyable, l'imagination, la créativité. Pour ses 65 ans, Raymond a reçu une retraite forcée. Et ça, c'était un étudiant qui a vécu ça dans sa famille avec un grand-père qui a été mis à la retraite forcée. Un autre avec une date de péremption. Voyez-vous comment c'est difficile? Et ensuite, nous, on n'aurait jamais osé, comme gérontologue, on n'aurait jamais osé faire ça. Mais on promène cette exposition à travers le Québec. L'autre, donc, où ils ont associé l'agisme et le racisme, c'est très bien. Là, c'est du contenu d'information, de sensibilisation. On continue. Le reflet, l'âge n'est que le reflet du temps qui passe, en voulant dire, habituez-vous à vos rides, là. On vieillit, puis c'est le temps qui passe, c'est normal. Alors, c'est super intéressant. Il y a eu un deuxième groupe. Alors, on a fait un concours, on a donné des prix, et ça a été vraiment un grand succès. Il y a eu une deuxième édition de et ça a été mis sur la maltraitance. Regardez les images qu'ils nous ont montrées, assez violents, où les préjugés envers les aînés, c'est lourd, ils tirent un boulet. L'autre, il reçoit un coup de poing dans la gueule. Là, tu sais, puis dans l'audio, là, on l'entend, c'est dur, c'est la maltraitance. En tout cas, ça ne peut pas laisser indifférent. Ensuite, le sexisme et l'agisme. Grand-maman n'est pas fait que pour faire des tartes. Je veux dire, c'est fort, ça, c'est vraiment puissant. Et l'autre, c'est la gérontechnologie, qui est la gérontechnophobie des vieux, comme ils appellent, pour montrer que le père ou le grand-père est capable de donner des conseils sur les outils dans son atelier, mais quand il s'agit de changer les émissions de télé, là, alors il y a
cette notion-là de t'es un incompétent parce que t'es vieux, mais le jeune qui demande des conseils, lui, il n'est pas incompétent. Encore une autre, ça, on ne pourra pas passer. On a fait un Vox Pop avec les étudiants de Limoilou. Et c'est très intéressant. Vous pouvez l'écouter sur notre site. Ça vaut la peine. Vous pouvez même l'utiliser dans des conférences. Et dans notre milieu de travail, dans les milieux de travail, on a distribué des milliers d'affiches dans plein d'entreprises pour encourager l'intergénération et d'éviter d'avoir de l'agisme entre les groupes et de dire ça vaut la peine de travailler ensemble et pour l'employeur et pour l'employé. On continue. On vient de faire un aide-mémoire pour les milieux de vie, pour aider les préposés à avoir des petites informations sur quoi dire, quoi pas faire et des petits conseils. On termine avec nos émissions de radio avec plein de thématiques qui sont couvertes. Et ça aussi, sont toutes accessibles sur le site Internet. Et on donne des conférences sur l'agisme. Une dernière, c'est fini. Alors, on dit non au racisme, on dit non au sexisme, mais on dit non à l'agisme et on doit tous être vigilants pour ne pas être des sources d'agisme et de vérifier si on est victime d'agisme, de ne pas l'accepter. En juin prochain, le 2 et 3, ça c'est la partie publicité, ça ne compte pas dans mon temps. Alors, le 2 et 3, on fait un colloque qui est partenaire des aînés, complices entre nous, le vieillir chez soi, un enjeu actuel. On vous invite à venir dans le magnifique endroit de villégiature à l'Estrimont, à Orford. Alors, je vous remercie beaucoup. Et Emmanuel et puis Nathalie, en tout cas, Emmanuel va rester. Je ne sais pas Nathalie, mais Emmanuel va rester si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Merci, Martine. Non, Catherine, je m'excuse. Mais ça aussi, c'est un bel effet de l'art, n'est-ce pas? Hein? Nous allons maintenant vous faire connaître une personne âgée qui ne correspond pas, mais pas du tout, aux préjugés agistes. Je passe donc la parole au docteur Davillon pour la remise du prix du grand aîné. Il y a 3 ans, nous avons eu l'idée d'honorer périodiquement un aîné du Québec. C'était ambitieux parce qu'il y a pas mal d'aînés au Québec. Alors, donc, les choix se sont faits peut-être un peu arbitrairement. Pour la première année, nous avons eu un comité cette année, officiel, présidé par Madame... comment t'appelles ça? Madame Détrempe et Madame Alida. Et ce comité a été unanime, je m'excuse, pour un candidat que, évidemment, le conseil d'administration a approuvé. J'ai rencontré ce candidat pour la première fois il y a une dizaine d'années, je pense, au tout début de la vie de l'Observatoire. Ce monsieur est apparu à un moment donné dans le corridor, il était dans le sous-sol du centre de recherche et il s'était intéressé à l'Observatoire et nous l'avons accueilli à bras ouverts. Il n'a jamais cessé de collaborer dans toutes les circonstances à l'œuvre de l'Observatoire. Il a écrit plusieurs textes qui ont été publiés dans le journal de l'Observatoire, que vous pourrez trouver d'ailleurs dans le livre que nous avons publié cette année, qui s'appelle « 10 ans de réflexion ». Le premier, on avait ajouté d'action, mais on a enlevé le mot action parce qu'on s'est dit, il faut encore agir, c'est pas tout de réfléchir. Là. Alors, je vais le nommer, ce monsieur-là. Mais je veux citer quand même je cite un peu ce qu'on va lui remettre.
c'est marqué dessus, et ça s'applique à tout le monde, ça s'applique à nous tous. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regret, sans regarder l'heure. Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache un bonheur. Et je pense que M. Jean-Louis Lévesque a été conforme à cette devise et je l'admire beaucoup. À la fois humaniste et philosophe, Jean-Louis Lévesque a su acquérir le respect de la communauté par ses nombreuses interventions dans le monde des aînés. Sur son initiative, le concept d'université du troisième âge s'est rapidement répandu. Sa contribution a été reconnue par sa nomination au poste de président d'honneur de l'Association internationale des universités du troisième âge. Jean-Louis, félicitations et veuillez accepter cette honneur, pas un honneur, cette décoration, ce témoignage, et on l'applaudit. C'est un exemple pour la société. Tournez-vous vers la porte. Merci pour ces applaudissements. Hein. C'est un homme extraordinaire que j'admire beaucoup personnellement. Maintenant, la phase suivante, c'est quoi, madame? C'est une petite pause, une pause détente de 10 minutes, sans café, etc. Et on reprend dans 10 minutes. Qui est médecin, psychothérapeute. Son intérêt pour la longévité l'a mené à l'examen d'une réflexion inédite sur plusieurs aspects protecteurs face à l'agisme. Et les deux dernières conférences sont en réalité, à la différence des conférences antérieures, sont centrées sur le rôle des facteurs personnels dans la résistance à l'agisme. Alors, on commence par Eduardo, qui va nous présenter son point de vue sur la question. C'est comment la chose? Je vais te montrer juste... La distance, c'est bon? La distance? Oui. Si tu t'approches, c'est mieux. Alors, juste avec ça, tu vas avancer. Avancer. Et puis reculer. Si. Okay. Bonsoir à tous. Je crois que je fais partie de cette rencontre parce que je me considère, je me sens en fou de la joie. Ou, dit d'une autre manière, enjoyé qui s'anime à exprimer ses folies. Et parce que la joie et la folie sont de la même substance. Et on sent ça clairement dans notre enfance. Et vers là, nous irons dans les idées que je vais vous transmettre. Et je vous demande, s'il vous plaît, de m'écouter avec un peu d'oreille poétique. Parce qu'on travaille, on parle à la longévité, et la longévité, c'est l'inconnu. Et on peut jeter des idées drôles, des idées différentes. Alors que la poésie, c'est le royaume où c'est contenu, se contient bien. Et en plus, je m'excuse, j'essaierai mon meilleur accent Jean Gabin pour cacher mon accent argentin. Bon, écoutez, je vous regardais et j'ai pensé, quelle est l'attitude de l'attention? Est-ce qu'on est comme dans une église, en écoutant comme elle est le péché et quelle est la chose, la vertu? Est-ce qu'on est, comme groupe, je veux dire, non? Est-ce qu'on est comme dans l'évaluation d'une armée, comment est-ce qu'ils vont nos forces contre le rivaux?
Et j'ai eu cette impression. Et je suis contre ça. Je suis contre ça. Et vous savez, moi je m'observe et je sens qu'avec l'âge, j'ai une façon de sentir l'âge différemment. De ma petite enfance, et excusez-moi cette digression, moi je suis psychothérapeute, moi je suis homme du dialogue, homme de la proximité, et donc peut-être un peu trop centré sur l'émotionnel et le communicationnel. Mais de mon enfance, j'ai eu l'idée qu'à mon grand âge, j'aurais été heureux. Je savais ça. Et je crois que je le confirme. Et j'essaie de lui donner de la forme parce que c'est une belle idée, une belle attitude. Et je crois que j'ai passé par une chose qu'on appelle eidétisme. L'eidétisme. Ah oui, ils m'ont dit de ne pas employer des mots très drôles, mais ce sont 3 seulement. L'eidétisme, c'est la capacité pour fixer des images, et surtout visuelles, et on peut les conserver et les employer pour 2 autres intentions, ça reste. Et je crois que j'ai senti l'émerveillement dans mon enfance, comme nous tous par ailleurs. Et même dans le pire des situations, on a la capacité pour sentir l'émerveillement du contact avec la réalité. Moi, j'ai été toujours... J'ai fait la médecine, j'ai eu plusieurs situations de vie, mais j'étais toujours prudent. Je crois que je ne me suis pas mêlé des situations qui me demandaient trop, comme pour conserver une espèce de vitalité personnelle avec moi-même. Bon, qu'est-ce qui se passe, à mon avis, avec le sujet de l'agisme? Et on sait que c'est un préjugé vide qui conduit nulle part, que c'est comme de l'excrétion, parce que la psyché, on peut dire aussi que c'est comme le corps, que c'est comme les déchets, non, les déchets de la pensée. Mais je sens cette attitude insidieuse et pernicieuse, je la sens comme une critique au parcours de vie qui se renforce avec la peur de la mort. Et pour celui qui juge, pour celui qui fait le préjugé, et pour celui qui le souffre. Donc, parcours de vie et peur de la mort. Donc, mon conseil, ma façon ma façon un peu guerrigère. Rappelez-vous que je viens de la terre de Che Guevara. Alors, au lieu d'être en attitude d'écoute pour voir comment est-ce qu'il va la lutte ailleurs de nous, c'est la lutte dans nous. La lutte dans nous, c'est la chose fondamentale. Je la soutiens contre le temps. Et en même temps, je considère que le temps a des relativités évidentes. Bon, mais il s'agit, à mon avis, de considérer que la longévité, c'est un sujet fondamental. Je ressens que la longévité, c'est le plaisir plus profond de l'être humain. Et je suis très content parce que la science, qui est toujours en avance de l'humanisme, est en train de démontrer cette évidence. Nous, ce présent de l'histoire, ce que nous faisons, c'est gagner du temps. Gagner du temps, voyons si je peux aller, si je peux toucher les 100 ans, au plus. Mais la science annonce déjà la possibilité de faire les 200 et les 300 ans. Allez, si vous voulez, à YouTube, Julian Alexandre, lycée Miroslav Rodman, un croate serbe il est sur YouTube aussi, et qui est vraiment un champion. Lycée de Grey, en américain, etc. Mais écoutez, on peut être sûr que le peur de la mort, on peut le confronter avec des outils qui ne sont pas les anciennes utopies. Parce que vous savez que contre les évidences de la dégringolade,
l'humanité a créé les utopies, les 3 utopies, Moro, Cavalcanti et Byron. Mais utopie, c'est non-lieu. Utopie, étymologiquement, c'est non-lieu. Et même Byron, au siècle XVI, même Byron a dit « je préfère utopie ». Et c'est ça la chose qu'on peut assumer maintenant. Utopie, c'est lieu désiré. Bon, et comment est-ce qu'on fait? Je peux exemplifier mon cas. Qu'est-ce que j'ai fait pour soutenir ma longévité? Moi, j'ai essayé de récupérer toutes mes projections. J'ai projeté dans ma vie et pour avoir la force de revenir à moi et assumer l'état adulte que c'est. L'état adulte, c'est les plaisirs de l'enfance avec les ressources de l'adulte. Alors, on peut revenir à l'enfance avec une évidence de concrétisation. Bon. Et par exemple, l'académie, au lieu de l'académie, je tue pour ma main. Et les églises, c'est mon spiritualité. La médecine, c'est ma vigilance et ma santé, etc. Je récupère. Pourquoi je récupère? Parce que si je récupère, j'aurai complété ma personnalisation. Je serai complet comme j'étais dans mon enfance. Mais pourquoi? Oh, attendez, je n'ai pas montré. Pourquoi? Pourquoi après, je montre tous ensemble en vitesse. Pourquoi je vais compléter ma personnalisation? Parce que ça va être le moment de commencer à désirer ma personnification. Et nous tous, on peut être de sculptures vivantes. Si on assume qu'est-ce qu'on veut personnifier dans nos vies en accord avec notre histoire. Bon, ça, c'est la créativité des énigmes. Voyez, c'est la même créativité de l'enfance. Et recherche suédoise. Et ça, c'est le problème entre l'enthousiasme et l'ambition. La créativité, celle qu'on peut installer définitivement, va aider l'enthousiasme pour la continuité. Et créativité, bien sûr, chacun a la sienne. On peut aller à l'enfance à se rappeler. Ça, c'est le graphe de la vraie évolution dans la vie. Et ça, c'est ma fantaisie. Même chose que les premiers 60 ans sont divisés de 5 par 12 des états d'âge. J'essaye de penser qu'est-ce qu'ils sont, tous les autres, non? 5 par 12 de la deuxième soixantaine. Et ici, il y a quelques exemples, sculptures vivantes, je les appelle, de chaque stage futur à définir. Si on le définit, on va le vouloir. Vous comprenez? Utopie, définition et réalisation. Bon, ouais, j'attends. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Je vais vous le montrer. C'est bref. Comment Si. Mais non, ça ne marche pas. Tu t'approches ici, peut-être? Bon. OK. Bon, la première tranche d'âge, Mandela et André Moreau, à qui je connais qu'il montre une vitalité, je connais qu'il est un philosophe bouleversant, mais je le respecte parce qu'il est le jovialiste et je crois que j'ai venu à Montréal à le connaître. 2 autres, Borges, c'était mon ami. Il montrait la combinaison d'enfance et d'âge tellement bien tenue. Jung, un penseur de la psycho. Picasso, créateur. Lyndon LaRouche, encore vivant, qui propose des choses, excellentes ouvertures pour la réalisation de l'humanité. Et bon, une scientiste, et cette dame qui est morte récemment, en donnant son message de personnification et selon l'art. Et la grande de tous, qui avait, vous savez, sa force était stress zéro. Enfance et réalisée tout au long de sa vie et créativité de sa santé et sa continuité selon les ressources tellement simples d'être où on est. Nietzsche disait, on est ici, vivons ici. Le vin d'ici est meilleur que l'eau de là.
Merci beaucoup, Eduardo. Peut-être pour mettre en lumière un aspect de la conférence qui est très, très important, je citerai la distinction que faisait le sociologue Karl Mannheim, un sociologue allemand, entre l'idéologie et l'utopie. L'agisme, c'est une idéologie, mais pour le combattre, il nous faut une utopie. Et Eduardo en a présenté une qui devrait nous inspirer. Merci. Alors, je voudrais maintenant passer la parole au docteur Gloria Giliu, qui, elle aussi, va nous entretenir d'un problème qui touche un peu à ce que pas mal même à ce que disait Eduardo, à savoir le rôle du monde intérieur du sujet humain pour la résistance à l'agisme. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Est-ce que c'est trop fort? Non. À l'heure qu'il est, je pense que vous êtes tous fatigués. Pas encore. Donc, il me reste un petit peu d'attention de votre part. Je tiens à signaler toutefois que pour un adulte normal d'un âge moyen et non pas du Moyen Âge, la durée d'attention ne dépasse pas une demi-heure. Aussi vais-je faire un effort particulier pour non seulement ne pas dépasser le temps qui m'a été consenti, mais de le raccourcir. Je commence donc en vous disant les années qui passent, et elles sont nombreuses, si j'en juge par le nombre de têtes blanches et de fronts dégarnis qui ornent cette salle. Ces années qui passent sont beaucoup plus, mais beaucoup plus que des marqueurs chronologiques de notre vie. Elles sont le lieu temporel où nous éprouvons différentes émotions reliées aux événements qui nous confrontent, quelle qu'en soit la nature, positive ou non. Qui ne se souvient pas de la perplexité, teintée souvent de curiosité, face aux changements corporels au moment de l'adolescence? Qui ne se souvient pas de la félicité, du ravissement, parfois de brève nature, du temps où nous étions amoureux? Qui n'a pas été impressionné par le regard mystérieux du nouveau-né qui nous renvoie au passé de nos ancêtres et qui nous fait tourner notre regard vers un avenir prodigieux? Ce temps est venu où la saveur des choses et même des personnes était unique, de ce temps où les projets d'avenir s'appuyaient sur des énergies pratiquement infinies et où les perspectives professionnelles, familiales ou autres et les efforts pour les réaliser étaient disponibles et soutenus. On se souvient tous de ces moments privilégiés. On se souvient aussi des sacrifices de toute nature que nous avons tous, ou que vous avez, vous tous, consentis pour atteindre vos objectifs professionnels et familiaux, ainsi que d'autres qui ont jalonné toute votre vie. Durant ce parcours, maintenant que nous avons du temps libre pour nous, nous pouvons réfléchir sur ce parcours en ce temps de notre maturité avancée que l'on veut bien appeler le Moyen Âge. Bon. Durant ce long parcours, nous prenons conscience qu'au moment de chaque émotion, de chaque événement, de chaque désir ou même de chaque regret, nous éprouvons la certitude, la conviction intime que nous en sommes les destinataires ou les commanditaires. Et c'est ainsi que nous avons le sentiment infrangible de vivre la pleine conscience de soi. Est-ce que vous me suivez? Oui. La sommation de ces multiples prises de conscience individuelles
tisse la trame de notre continuité intérieure, quels que soient les nombreux avatars de nos vies individuelles. Il est donc essentiel, et j'insiste, de constater que cette continuité intérieure est intimement reliée à notre identité profonde, malgré les changements inévitables du temps qui passe et des dégâts incontournables et multiples qui sont ou qui seront les nôtres. C'est dans ces moments de réflexion, de retour sur soi, que nous découvrons les assises profondes de notre personnalité et des forces qui nous ont permis ou qui vous ont permis de faire face à des degrés divers aux épreuves de la vie que nous avons tous connues. Ces forces constituent aussi les supports de notre vie intérieure, si souvent oubliés ou masqués par l'obligation de faire face à nos responsabilités, par les investissements souvent futiles, par les coups de fouet de la compétition et parfois même des bavardages des médias. Maintenant que nous avons atteint cette étape précieuse de notre vie où nous avons le temps de réfléchir, dénivrer que nous sommes des obligations de la vie active, des devoirs professionnels, nous découvrons le caractère ineffable de la vie. Nous découvrons la beauté renouvelée de la nature qui se fait parfois atteindre comme en ce moment, le charme de l'instant qui passe. Maintenant, nous pouvons tous nous poser et dire « Voilà qui je suis au travers de ce que j'ai vécu. » Qu'importe les déceptions, qu'importe les regrets ou même les remords, il y a eu aussi des moments ensoleillés, des rencontres inspirantes, des amitiés profondes et soutenues qui ont une valeur inestimable, celle d'être la trame de notre vie que nous avons parcourue, parfois en toute insouciance, mais la voici ou la voilà révélée et nous pouvons la chérir. Je parle de notre vie. Je vous invite donc à fréquenter ce jardin secret qui nous appartient à nous seuls. Ce jardin intérieur est le lieu d'une puissance profonde et dans ce temps où l'agisme fleurit de toutes ces forces malfaisantes, c'est dans ce lieu que vous pouvez trouver le rempart solide contre les manifestations insidieuses ou flagrantes de l'agisme. La prise de conscience de cette identité profonde rend imperméable aux blessures infligées aux personnes âgées. Cette prise de conscience de votre ou de notre valeur individuelle, celle de toutes les personnes âgées, est en même temps la source d'un élan vital que nous pouvons et même nous devons utiliser pour contrer l'agisme nuisible pour toute la société où nous vivons. Quoi de plus rassurant que de sentir toute cette force intérieure qui dérive simplement d'une prise de conscience de notre identité profonde et de notre valeur que nous pouvons mettre au service de nos semblables, qui s'accompagne d'un sentiment essentiel et peut-être celui d'un accomplissement nouveau. Je terminerai en citant quelques paroles d'un philosophe bien connu qui est M. Paul Ricoeur, aujourd'hui disparu, avec et pour les autres dans des institutions justes. J'aimerais également citer la réponse du père Lacroix, à qui on posait une question qui se voulait probablement indiscrète. Qu'est-ce que l'amour? Et le visage illuminé du père Lacroix nous répondait: l'amour, c'est l'autre, ce n'est pas moi. Cette formule lapidaire s'applique à tout âge, y compris le nôtre. Merci de votre attention.
Nous passons maintenant à une brève synthèse des propos entendus avant de passer le micro au docteur Lavillon qui aura un cadeau à offrir. Donc, au risque de paraître trop optimiste, je résumerai en un mot les propos entendus plus tôt, et en particulier celui qu'on vient d'entendre de la part de Gloria, c'est le mot « espoir ». Mon optimisme est un de mes défauts naturels. C'était aussi le défaut naturel de ma mère, qui est morte à l'âge, qui est décédée à l'âge de 101 ans. Alors, je m'en voudrais de m'en excuser. Je dois dire que depuis 1969, alors que Butler lançait le mot agisme, nous avons fait un grand chemin, n'est-ce pas? Nous avons même créé un mouvement social basé sur une utopie, comme disait mon ami Eduardo, qui nous guide vers la création d'une société plus juste et plus humaine. Et il faut espérer que pour y arriver, comme d'autres l'ont peut-être, comme vous y avez déjà pensé, il faut continuer à vouloir faire des alliances. Des alliances avec d'autres groupes, avec par exemple les jeunes qui, eux autres, je pense à une étude qui a été faite dernièrement par Anne-Marie Guillemard, sont dans une situation d'être discriminés. Donc, ensemble, c'est le fond de mon optimisme, ensemble, nous pouvons donc espérer continuer ce mouvement, l'alimenter et changer les politiques publiques pour créer la société dans laquelle les préjugés agistes et les mesures d'agisme seraient, sinon complètement disparus, en tout cas sur le point de disparaître. Le docteur Lavillon. C'est simplement une très brève interruption dans le cours des choses. Il y a une personne dont nous désirons souligner l'importance et la contribution essentielle dans cette réunion. C'est notre amie et directrice adjointe de l'Observatoire, Madame Denise Détrempe. Alors, Denise, c'est l'émotion. Au nom de tout le monde, Denise, merci pour cette réunion. C'était extraordinaire. Sans aucun problème. Alors, je dis merci beaucoup. On dit merci beaucoup à toute l'équipe. C'était un travail d'équipe. C'est un plaisir de travailler avec Pierre et de travailler avec toutes les autres. Alors, maintenant, c'était bien la réunion. Avez-vous aimé? Bon, on passe à la période difficile, celle des questions et peut-être des réponses. Ça devait durer une dizaine de minutes. Après ça, il y a la bouffe. À bientôt. Alors, on passe donc, comme le dit André, à la période des questions, mais aussi à la période des réactions. Parce qu'on veut entendre ce que vous avez comme opinion sur les propos qui ont été entendus ou sur le phénomène de l'agisme et sa puissance ou disons, son impuissance dans la société contemporaine où on vit. Alors, il y a deux personnes, Paula et Madame, qui vous offriront des micros et on va donc entendre quelles sont vos questions et vos réactions. Ça marche? C'est bon, tout le monde m'entend? Donc là, oui, la première personne qui prend la parole, c'est plutôt une personne, on va dire, qui est jeune, mais peut-être une vieille jeune, je ne sais pas encore. Donc moi, je travaille à l'Appui Mauricie pour les proches aidants d'aînés, donc à Trois-Rivières, et je suis là aujourd'hui, je suis vraiment très contente. Je n'ai pas spécialement de questions, en fait, c'était vraiment pour vous remercier pour ce colloque, parce que moi, ça m'a scotché. Le travail que vous faites là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Et j'espère vraiment, enfin moi, c'est mon vœu pour les années futures, que l'intergénérationnel, que les jeunes, justement, vont de plus en plus être avec les personnes, on va dire, vous disiez que vous aimiez beaucoup le mot vieux, mais vieux, voilà, à n'importe quel âge, qu'on soit tous ensemble pour justement œuvrer pour une société beaucoup plus juste. Et vraiment, c'est un travail vraiment merveilleux. Et moi, aussi bien professionnellement que là, personnellement, ça m'a vraiment touchée. Donc, continuez comme ça, tant que vous avez de la force. Et ça nous montre à nous aussi, les jeunes, qu'il ne faut jamais rien lâcher. Et c'est un bel exemple. Oui, ben en fait, non, je voulais juste souligner, puis je pense que mes collègues penseront la même chose que moi, combien c'est agréable d'entendre une réflexion comme la vôtre. On est convaincus, je pense, que la lutte à l'agisme, on le dit souvent aujourd'hui, elle doit passer par l'intergénérationnel. Et plus il y aura de jeunes assis dans des salles comme ça, où il y aura des conférences sur l'agisme, plus je pense qu'on fera des pas de géant au fur et à mesure. Alors, merci beaucoup, beaucoup de vos commentaires. Très, très appréciés. Et on peut assurer que l'intergénérationnel va promouvoir l'individuel, parce qu'on se voit une génération dans l'autre, et ça dans des catégories à l'individualité. Autre question? Bon, on m'a donné le micro, monsieur. Madame? Moi, je voudrais souligner que c'est une rencontre avec ce qui sort pour moi d'important, c'est le mot espoir. Je trouve que ce qui a été dit, ça correspond pour moi à vivre intensément chaque minute, quel que soit notre âge, et au moment où on a plus le temps, comme soulignait Mme Géliou, la réflexion puis l'implication pour nous et pour les autres autour de nous, nous permettent de vivre plus longtemps, selon moi. C'est une aide à se tenir debout, à être fier de soi et à travailler pour les autres. Alors, c'est ce qui ressort le plus pour moi aujourd'hui, puis c'est le mot espoir à travers ça. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai apprécié chacun de vous pour des motifs différents. Je suis très intéressée, très satisfaite. Merci, madame. Merci beaucoup. Oui, il y a une question en haut. C'est ça? C'est plutôt un commentaire. Un commentaire? Allez, madame. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre tous les points de vue qui ont été exprimés. Cependant, je dirais qu'il y a une catégorie de personnes aujourd'hui qui ont été complètement oubliées et qui ne font pas de l'agisme. Ce sont les jeunes enfants. Je ne connais pas de jeunes enfants qui font de l'agisme. Et ce que je me suis demandé, c'est est-ce que ça ne pourrait pas être une piste de recherche? Un peu comme en Angleterre, lorsqu'ils ont voulu réformer leur système scolaire, ils ont mis sur pied un comité et ils ont publié un rapport qui s'appelait « Children Talk About Their Schools ». Ce qui voulait dire que les gens qui ont de la compétence étaient aussi intégrés au questionnement. Alors, c'est une piste, tout simplement. J'ai travaillé 50 ans avec les enfants. Je les connais bien et j'aimerais dire que les personnes qui travaillent le mieux avec les personnes âgées, ce sont les gens qui travaillent très bien avec les jeunes enfants. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup parce que ce que vous dites confirme en tout cas mon opinion à moi et comme celle d'autres des conférenciers qu'il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Cette génération montante sera donc capable de soutenir le mouvement que nous, la génération montante aussi, aura créé. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je serais plus radical.
Et parce que l'espoir, c'est comme une attente. Mais vous dites que les enfants, les jeunes enfants, ne font pas de l'agisme. C'est ça que vous dites? Non. Bon, mais aucune motivation pour l'agisme, ils sont dans la plénitude de soi-même. C'est à ça qu'on doit revenir. Écoutez, même s'ils sont des narcissistes, non? Et à leur âge, le narcissisme est égoïste. Parce qu'ils font de l'expérience, ils sont en défense continuelle, et ils connaissent le monde. Donc, c'est une façon de se protéger, c'est de renforcer. Mais nous, quand je propose revenir à tout le nôtre, je parle du narcissisme. Mais un narcissisme qui est basé sur les qualités de l'adulte. Ça veut dire sur tous les repères nécessaires pour le vivre convenablement. Et je dirais que c'est un narcissisme nécessaire de moitié de vie, des premiers 60 ans de vie, vitaliste, parce qu'on revient à toutes nos forces, et plein d'aventures, parce que revenir aux dimensions de l'enfance, c'est l'aventure de la vie même. Et je dirais, pour suivre ce que dit Madame, que j'ai changé dernièrement d'ordinateur. Et n'eût été de mon petit-fils, je ne sais pas comment j'y serais arrivé. Bon, je voulais simplement concourir avec les dires de mon collègue à ma droite et avec Madame qui a bien souligné le fait que les enfants ne font pas d'agisme parce qu'ils ne voient pas la personne âgée de la même manière que ceux qui font de l'agisme. La personne âgée, c'est la grand-mère, c'est le grand-père, c'est une source de gâterie, c'est une source de gentillesse, c'est une source de bienfaisance pour l'enfant. Et ceci explique peut-être, en plus des commentaires de M. Varela, pourquoi l'enfant ne fait pas d'agisme, parce qu'il est au fait de la découverte de la vie et que la vie incorpore aussi la personne âgée. Donc, je suis bien d'accord avec vous, moi qui ai fréquenté beaucoup d'enfants dans ma vie comme pédiatre, je suis bien d'accord avec vous. Jamais les enfants ne m'ont dit « Tiens, tes cheveux sont blancs ». Non, jamais. Mais par contre, quand je me penche sur eux pour les examiner, il y en a un qui un jour m'a dit la chose suivante, et ce n'était pas de l'agisme, c'était une constatation simple. Ma dent a bougé. T'as perdu une dent? Alors que ce n'était pas ça, mais c'était la sincérité absolument naïve d'un enfant où il n'y avait absolument pas d'agisme. Voilà, merci. Je dirais là-dessus qu'il y a de très nombreuses études qui ont montré en psychologie sociale que chez les enfants, le préjugé est beaucoup moins présent que chez les personnes d'âge qui sont mais je ne veux pas dire d'âge moyen, ça commence avec, disons, 7, 8, 9 ans, 10 ans, mais à l'époque de la petite enfance, on n'en trouve pas de préjugés. Ou très peu. Oui, moi je voulais vous féliciter vraiment. Et j'étais ici pour prendre les photos, mais ça me touchait vraiment les sujets. Pas seulement parce que je vois toutes les capitales qu'il y a investies culturellement et symboliquement dans les personnes âgées, que je respecte, mais aussi parce que je viens d'une autre société. Et dans cette société, quand j'étais petit, la fonction des personnes âgées, c'était complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois les personnes âgées sont de plus en plus dans la société écartées de la vie quotidienne. Son capital, que c'est vraiment le capital de la société, on l'a mis à l'écart. Donc, ils sont confinés dans des endroits où ils ne peuvent pas développer sa pleine capacité. Et ça, pour moi, c'est triste. Mais en vous regardant et en voyant l'exemple, la cohérence et surtout la capacité, la dignité et la lutte des personnes âgées pour
pour exprimer ses points de vue, mais aussi dans une lutte plus profonde pour lutter contre la discrimination qui se présente sous différentes formes. Ça veut dire c'est la même chose quand on est d'une autre couleur et quelqu'un pourrait, quand on parle, comme je parle français et je commence à parler, tout le monde regarde un peu croche. Donc, c'est cette idée de la discrimination, au fond, qui écarte tous les capitales du sujet et qui nous prive toujours de tout ce qu'il a construit dans le temps. Donc, vraiment, j'étais très content de vous écouter et je suis vraiment touché et je vous félicite encore. Monsieur, je vous remercie de vos commentaires et j'aimerais faire un dernier commentaire qui ne fera probablement pas plaisir à personne. Si les personnes âgées sont parquées aujourd'hui dans des maisons de retraite, c'est parce qu'on a oublié la solidarité familiale. Dans d'autres cultures, les personnes âgées continuent à vivre avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils ont découvert, sans le dire, l'intergénérationnalité. Peut-être que c'est une question de culture nord-américaine et bientôt occidentale que d'envoyer tous les vieux, passez-moi l'expression, dans des maisons de retraite. Elle pourrait être ailleurs. Réfléchissons-y. Merci. Monsieur? Bien entendu, l'après-midi se termine, mais je voudrais qu'on se ramène quand même à l'essentiel de cette activité-là cet après-midi. C'est le 10e anniversaire de l'OVS. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Ça fait 10 ans qu'on parle de l'âgisme, ça fait 10 ans qu'on parle, en fin de compte, de différentes théories reliées au vieillissement. On vient de remercier, en fin de compte, les panélistes avec leur conférence. Hein? Ça fut très, très intéressant. On vient de remercier également Mme Détrempe, et etc. On pourrait remercier M. Laporte. Mais je pense ensemble, là, on doit une bonne main d'applaudissement à M. Davignon. Oui. Oui, le mot agiste. Oui, oui, mais il n'est pas le mot agiste. Ça veut dire que l'agisme, c'est une espèce de substance nébuleuse. Et ça veut dire, et c'est pour ça qu'elle est plus dangereuse, parce qu'on ne peut pas signaler, bon, dans les langages, personne agiste. L'agisme, c'est comme quelque chose qui est dans l'air. Je n'ai pas vérifié, moi, mais moi, je ne pensais que ça n'existait pas en français. Ça existe en anglais. Chez les chercheurs américains, ageism est très, très utilisé, mais pas en français. C'est un mot que les chercheurs utilisent, la communauté de chercheurs. Puis on essaie de diffuser de plus en plus ce mot-là, mais il n'existe pas officiellement. Non, mais dans les recherches qui ont été faites par Anne-Marie Guillemard, on voit qu'il y a plusieurs sociétés, en particulier les sociétés scandinaves, par exemple, ou par exemple le cas de la Belgique, où l'agisme est à toute fin pratique inexistant, ou beaucoup moins puissant qu'il est ailleurs. Donc, il y a des comparaisons à faire. Et si le mot n'est pas dans le dictionnaire, eh bien, écoutez... On vient de me dire qu'il est dans le dictionnaire. Mais si je me trompe, il faudrait faire en sorte qu'il le soit. N'est-ce pas? Bon, voyez-vous, il me semble que celle-là, vous l'avez consulté. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, madame. Ce qui m'impressionne, c'est que l'agisme, souvent, c'est aussi nous qui l'avons contre nous. Moi, j'ai tellement de misère à l'accepter, cet âge-là. Puis, plein de monde que je connais. On joue à être jeune. Mais si je peux me permettre de répondre par rapport à ça, je pense que vous touchez un nœud du problème. Parce que, puis moi, quand je réfléchis à ça, je me dis, mais est-ce qu'on peut, nous, et je dis nous, là, j'inclus tous les âges dans ça. Les plus jeunes, les jeunes vieux, les très, très vieux. Comment peut-on, nous blâmer d'avoir quelque part une certaine peur du vieillir quand ce qu'on entend globalement,
c'est pas un discours qui nous donne envie d'aller vers... Ce qu'on a entendu aujourd'hui, l'espoir, c'est tout le contraire. Mais malheureusement, l'OVS ne fait pas la une de CBC et Radio-Canada. Ce que je veux dire, c'est changeons ce grand discours autour de l'âge, puis transformons-le en quelque chose qui est valorisant. Ensuite, on ne pourra pas s'étonner que les mentalités personnelles vont aussi changer. Parce que, piste d'avenir, oui, mais effectivement, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, que ce soit les plus vieux, les très, très vieux aussi, il y a cette peur du vieillir parce que socialement, l'horloge, on nous la fait reculer de plus en plus tôt. Alors, ce n'est pas étonnant que c'est une réaction, c'est un mécanisme de défense quelque part. Mais pour faire suite à ce que tu viens de dire, il y a de nombreux exemples, comme j'en ai mentionné tantôt, là, de quoi l'agisme est une idéologie qui n'a pas une prise aussi universelle qu'on l'imagine. Donc, il y a un mouvement contre cette idéologie qui repose en fait sur une utopie. L'utopie d'une société où l'âge n'est rien d'autre chose qu'une réalité chronologique. Et c'est certainement dans ce sens-là que moi j'entends qu'il y a maintenant un espoir et que cet espoir-là a été maintes fois mentionné dans les conférences. Oui, mais j'ai mentionné utopie. Longévité, lieu désirable à désirer. Donc, moi, humblement, je critique l'espoir. Parce qu'on est sujet du désir. On est désir. Spinoza l'a dit. Et on est sujet du désir. Et on doit faire la transformation dans nos têtes. L'autre mot, c'est la enantiodromie, la transformation dans le contraire dans nos têtes. De sortir du concept de la souffrance inévitable. C'est ça qui nous fait faibles. Et vous savez, en Grèce, le troisième mot, c'est épistrophie. Si on revient au passé, à voir comment est-ce qu'ils vivaient pour prendre connaissance pour notre temps, et en Grèce, il y avait des statuts de valeurs. Les valeurs étaient comme des statuts. Et ça veut dire moins individualisé, personnalisé, etc. Donc, si on voit la vie, si on sent les désirs, on se rappelle de qui nous sommes, on serait statue vivante, on va personnifier. Les deuxième 60 ans, selon la mathématique babylonienne, sont de personnification à choisir, selon les stages d'âge qui progressent. Avant la pause. Il y a encore des questions? Une question. Ah bon, allez, madame. Et je me demande comment fait-on, comment peut-on faire pour les faire venir. Je parle de la promotion ou de la sensibilisation de ces personnes-là pour assister à ces conférences. J'en tiens encore pour prendre la qualité de la conférence d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Alors, autre question? Je voudrais mentionner, oui, il y a une question en haut là-bas. Il est dans la salle, Eric Suarez.
que va, philosophe qui va aux résidences à stimuler la pensée selon le désir de vie. Eric Suarez.